Salut Sébastien, je suis très content de te retrouver dans cette interview du laboratoire du web. Donc j'espère que tu es en pleine forme pour qu'on puisse échanger de belles choses. Bah, écoute, ça peut aller, on survit dans cette période Génial. particulière. Donc l'idée de ces interviews, je le répète régulièrement pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est de découvrir des entrepreneurs pour un peu savoir quel a été leur parcours, quelles ont été leurs décisions, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils en sont là où ils en sont. En gros, on parle de mindset, mais de manière un peu déconnectée, de manière indirecte. Et pour D'accord. commencer, j'ai pour habitude de demander quel enfant tu étais. J'aimerais bien découvrir le Sébastien enfant, aussi loin que tu puisses t'en souvenir. Quel enfant j'ai été? Euh, J'étais un enfant assez discret, je pense. J'ai été toujours élevé dans cette optique d'être pudique, peut-être, tu sais, pas trop se mettre en avant non plus. Mais je pense que si je devais me voir maintenant, je dirais que j'étais cet enfant avec cette petite étincelle dans les yeux, tu sais, à avoir envie un petit peu voilà, de faire des petites blagues qui passent de temps en temps. Chambrer beaucoup, ça me plaisait pas mal. Et un enfant de la campagne, pour le coup, j'ai grandi dans un tout petit village, on était 400 habitants. Et donc beaucoup de nature, beaucoup de copains et beaucoup de vélos, de sport. Donc voilà, c'était ça ma vie un petit peu en étant enfant. Un gamin curieux. Curieux, je pense que c'est quelque chose qui doit revenir souvent d'ailleurs avec les entrepreneurs que tu as pu interviewer. Mais oui, un gamin curieux et, euh, et innocent, on va dire, comme tous les enfants. Ok, oui. Je te confirme que la majorité des entrepreneurs que j'interview me disent qu'ils étaient curieux. Et je pense que Ça m'étonne pas. enfin, c'est cohérent et logique avec l'esprit de l'entrepreneur. Puis même, je pense que c'est assez cohérent avec beaucoup d'enfants quand même si certains peuvent Oui, le perdre après. Le oui, côté curieux est assez c'est logique. ça. Il y avait Donc cette du coup, fable qui te disait que la curiosité, c'est un vilain défaut. Pour moi, ça l'a jamais été. Ça l'a jamais été. Au contraire, je pense que c'est ce qui t'amène à toucher à tout et à découvrir de nouvelles choses aussi. mais oui, c'est la meilleure des qualités d'être curieux. Je sais même pas d'où elle vient, je me suis même pas renseigné sur ce dicton, d'où il vient, quelle histoire il a ce dicton. Je crois que c'était la chèvre de Monsieur Seguin à l'époque, mais je suis pas sûr. Mais oui, je sais pas pourquoi c'était sorti ça, parce que moi, c'est quelque Ouais, chose que je comprends pas. ouais, intéressant. Donc du coup, plutôt discret, pas de vagues particulières, Non, plutôt non, non. Ouais, un gamin très calme, pas de crise d'adolescence, rien, mais non, non, c'est essayer voilà, d'être la meilleure personne pour rendre fier sa famille, on va dire. Pas faire de vagues. Ok, je vois bien, ouais. Mais quand même, tu vois, avec les copains, un peu discuter. Est-ce que tu t'es déjà fait retrouver, on t'a déjà déplacé parce que tu discutais trop en classe, hein? Non, Ah oui, mais ça, c'était constamment, hein, Ah, ça, voilà. c'était. Ok, ça me rassure. Et du coup, quand tu étais gamin, tu rêvais de faire quoi? Tu te voyais comment plus grand? Parce que je suppose que tu ne te voyais pas spécialiste LinkedIn, euh, Non, ah non, vu que ça clairement pas. n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais je suis passé par plein de phases. J'ai été très longtemps, j'ai voulu être archéologue. J'ai été assez fasciné par l'Égypte quand j'étais petit. C'était quelque chose d'une terre qui me paraissait très lointaine. Maintenant, c'est vrai que avec tous les moyens de communication qu'on a et de voyage, c'est plus facile, mais c'était quelque chose qui me paraissait très lointain. Cette culture ancienne, c'était quelque chose qui me fascinait aussi. Et je suis passé par cette phase aussi je voulais être un moment éleveur de vaches, etc., être très proche de la nature. Instituteur aussi, je me voyais bien, voilà, transmettre ma connaissance. Et petit à petit, ben, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait un bac scientifique parce que je me disais que ça m'ouvrait le plus de portes possible. Et je me suis rendu compte que je n'étais ni fait pour être médecin ou ni fait pour être ingénieur. Du coup, je suis parti plus vers un parcours commercial et ça m'a beaucoup plus plu. J'ai aimé ce côté réflexion, ce côté aussi contact et communication. Et au final, ben, en zigzagant, mais je me suis un petit peu orienté dans le commercial, le marketing. Et j'ai pu travailler en Espagne du coup récemment. J'ai pas mal bougé aussi avec mes études. Et, euh, et après, un petit peu par hasard, il y a quelques mois, il y a 6 mois déjà, je me suis lancé comme coach et spécialiste LinkedIn. Et voilà un petit peu le parcours, quoi. Intéressant. Et du coup, c'est marrant que tu parles d'archéologue, parce que ça a été, enfin moi aussi, une sorte de rêve. Enfin, en tout cas, ça fait partie de la liste des métiers que j'ai voulu faire. Bon, j'ai voulu faire à peu près tout, moi, mais
Euh, et je l'avais déjà raconté en interview, mais en école d'ingénieur, on avait tous les 6 mois ce qu'ils appelaient des modules d'ouverture. Et donc, je sais plus, j'ai fait un module qui s'appelait Intercompréhension des langues latines, et j'en ai fait un justement sur l'archéologie. Et Ok. ça a cassé un petit peu mes rêves, comment dire, le mythe de l'archéologue qui est toujours à faire des fouilles, à déterrer les os et tout ça. Parce qu'en fait, c'est une partie minime du travail et tout le reste, souvent, c'est de refaire des schémas, de faire des documents, et donc ça n'a rien à voir avec le métier qu'on te vend quand tu es petit. Ah non, moi, j'imaginais Indiana Jones, mais en fait, c'est pas toujours ça, quoi, Non, malheureusement. pas du tout. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui ce que tu fais concrètement? Comment tu accompagnes les gens? Concrètement, alors on va dire, j'ai plus ou moins deux formes d'accompagnement. Il y a des personnes qui viennent me voir, qui ont juste besoin de savoir un petit peu comment fonctionne LinkedIn, parce que c'est vrai que c'est assez récent. Il y a encore peu de personnes qui maîtrisent un petit peu les codes. Donc, je vais avoir ces personnes-là qui viennent simplement pour mettre un pied à l'étrier, et des personnes qui vraiment veulent se faire accompagner sur un projet, le faire gagner en visibilité, et aussi attirer des clients, trouver leur propre identité. C'est quelque chose aussi qui est compliqué à faire quand on n'a pas les compétences au départ. Donc voilà, moi, ça va être dans cette transmission de connaissances, accompagner ces personnes dans leur projet, accompagner ces personnes à se différencier, parce qu'au final, même si on a l'impression au départ toujours qu'on fait la même chose tous, tant qu'on ne donne pas notre voix, on n'est pas différent. Et en fait, on est tous différents, il faut s'en rendre compte de ça aussi. Et donc, c'est ça que j'aide à faire. J'aide les personnes à trouver leur voix euh, dans, dans tous les sens du terme et à s'exprimer sur LinkedIn et à gagner en visibilité et à faire monter leur projet. Ok, super. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé entre le moment où tu as fait tes études en commercial, etc. Pourquoi tu as switché vers le monde de l'entrepreneuriat? Pourquoi LinkedIn? Enfin, qu'est-ce que ça a été les déclics? Euh, mon parcours universitaire, on va dire, a été un peu chaotique. Ça a été, j'ai fait un DUT, après j'ai arrêté la fac. Je suis parti en fac de droit, je sais même pas pourquoi. J'ai arrêté 2 mois après. J'ai pris des cours de langue. Voilà, moi je savais qu'il fallait que ça bouge. J'avais envie de cette ouverture au monde déjà. J'avais vraiment envie d'international. Et donc j'ai pu un petit peu travailler après. J'ai travaillé en Chine, à Wuhan, qui est une ville qui est un petit peu connue en ce moment. J'ai pu étudier en Croatie aussi, etc. Et donc, quand je suis arrivé en Espagne il y a 3 ans, je suis arrivé dans une start-up, une très grande start-up, qui était vraiment une des meilleures d'Espagne pour le coup. Et, euh, et ça a été très, très intéressant pour moi, très instructif. C'était mon premier travail, mon premier vrai travail. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai vu cet aspect start-up, un petit peu bricolage, etc., qui était très intéressant, mais je me suis rendu compte que malgré tout, je restais un numéro dans l'entreprise, une personne parmi tant d'autres, que j'avais ma capacité de décision aussi très limitée. Et je pense qu'on était beaucoup à avoir de bonnes idées, mais au final, même si c'était une start-up, même si c'était dans la mouvance, c'était compliqué de faire passer son message. Et voilà, donc je suis resté à peu près 2 ans dans cette entreprise. Et ça finit un petit peu ouais, en autre boudin, c'était pas très agréable à faire. Je me suis fait licencier parce que on nous a proposé de partir soit à l'étranger, soit d'être licencié. Donc moi, je voulais pas repartir à l'étranger. Je voulais pas repartir en France. Du coup, licenciement économique. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, j'avais envie de pouvoir mettre mes idées en place. J'avais envie d'avoir un petit peu plus de liberté. Et concrètement, c'est la liberté qui m'a poussé cette recherche de liberté qui m'a poussé à être entrepreneur. Travailler plus pour gagner plus, c'est un slogan qui était un peu utilisé à mauvais escient, mais voilà, moi, je voulais un petit peu aussi avoir les résultats de mon travail. M'en vouloir comme moi-même si je pouvais pas m'en sortir, et inversement, si j'avais des succès, que ça soit le fruit de mon travail. Donc voilà, c'était cette recherche de liberté géographique et financière aussi, parce que je comptais bien pouvoir en vivre. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. C'est marrant, je sais pas si c'était un lapsus ou quoi, ou c'est l'habitude de ne pas être en France, mais on t'a proposé de partir à l'étranger, et à l'étranger, c'était en France. Oui, oui, non, ça fait un petit moment du coup que je suis plus trop en France. J'adore la France, hein, bien sûr, mais oui, c'est vrai que petit lapsus là, révélateur. Non, mais l'étranger, tu vois, la France, non, je. Enfin, voilà. Et j'ai relevé un truc qui était intéressant, c'est que, effectivement, je pense que beaucoup d'entrepreneurs
deviennent entrepreneurs pour une de ces... Enfin, en tout cas, c'est une des raisons qui font que certains deviennent entrepreneurs, c'est l'impression d'être juste un numéro et juste de... Ouais. En fait, tu as plein d'idées, parce que souvent, c'est ça qui fait qu'on devient entrepreneur, c'est qu'on a plein d'idées, on a surtout un désir de liberté et de mettre en place ces idées, parce que tout le monde a des idées si on y réfléchit bien, mais il y a ce désir de Bien sûr. pouvoir les mettre en application, et il y a cette frustration quand tu es en entreprise, qui est due au process, qui est due à la hiérarchie, qui est due à plein de choses, qui fait que tu peux pas t'exprimer pleinement. Et Mhm. c'est intéressant, je voulais juste le relever, cette capacité Non, à mais pas c'est pouvoir prendre de décision, en tout cas, elle ça, était mais limitée. complètement. Ouais. Il y a eu ce petit déclic à un moment, voilà, où je m'étais dit, on pourrait mettre ça en place, ça en place. Je m'intéressais pas mal, tu sais, au marketing, à l'optimisation du temps, des processus. Et en fait, on m'a dit, oui, mais non. En fait, il y a déjà des trucs en place et même si c'est une bonne idée, on va pas le faire. Et du coup, pour moi, c'était pas logique. Et du coup, là, c'est vrai que ça m'a fait un petit électrochoc, quoi. Et du coup, on va se projeter un peu dans le futur. Si tu te retrouves à développer une entreprise et que tu te retrouves à avoir des salariés ou des gens avec qui tu travailles de plus en plus, qu'est-ce que tu mettrais? Ah, ça a coupé. Je t'entends plus. Ouais, tu m'entends? Je te réentends, il y a juste une coupure. Est-ce que tu as entendu ma question? Le début seulement. Je t'ai pas entendu la Le, question entière. le début de la question. Donc, du coup, je la répète, c'était juste que, imaginons que tu as plusieurs salariés ou des personnes qui travaillent pour toi. Comment tu Mhm. lutterais contre cette chose-là qui, toi, t'est arrivée en tant que salarié? Le fait que les gens soient limités finalement, parce que c'est ce qui fait partir certaines fois les gens, les personnes. Comment tu gérerais ça, toi? C'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce que bien sûr, c'est nécessaire de mettre des processus pour que l'entreprise fonctionne, pour qu'on suive aussi, qu'on aille dans la même direction. Je pense que je crois vraiment à ce pouvoir de l'intelligence collective, tu sais. Ouais. Je pense que 10 cerveaux valent mieux qu'un, même si c'est le meilleur des cerveaux. Et ça passe par, je pense, beaucoup de communication, de séances de brainstorming et libérer la parole aussi. Et libérer la parole, je pense que c'est un petit peu en cassant la hiérarchie. C'est pas parce que tu es un chef que ta parole doit valoir de l'or non plus. Donc voilà, je pense que ça passe beaucoup par la communication, l'échange et surtout quand on lance une entreprise, je pense qu'il faut essayer plein de choses. Et il faut pas avoir non plus peur de se planter à chaque fois. Donc voilà, c'est parfois ce qui peut paraître une bonne idée pour toi ne l'est pas pour l'autre et ne l'est pas en réalité pour le marché. Donc je pense que c'est à travers la communication et à travers beaucoup de tests aussi qu'on peut libérer ça, je pense. Ok, super. Bien joué pour la réponse. En gros, les questions difficiles, c'est celles que j'ai pas prévues. S'il y a une Là, question tant mieux. difficile, dis-toi qu'elle n'était pas écrite. Les questions prévues sont faciles. Et après, c'est Ouais, juste que je c'est un peu flou rebondis comme réponse sur ce du que tu coup, dis. mais, Non, non, mais en même temps, mais je partage parce que j'ai une équipe qui est pas, enfin, c'est pas une équipe immense, mais on a 3-4 personnes. Et c'est vrai que ce principe de laisser la parole aux autres, de communiquer, d'écouter, et après, effectivement, en tant que chef d'entreprise, c'est toi qui es décisionnaire, ça reste ta boîte, bien et donc sûr. c'est toi qui décides si oui ou non. Mais juste le fait d'écouter les avis des autres, de brainstormer, enfin, la communication, finalement, Mm. je pense que c'est un bon moyen pour tout, hein, même pas qu'en entreprise. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, dans toutes les relations sociales ou quoi, c'est important. Écouter, savoir écouter. Pas savoir entendre seulement, mais savoir écouter. Je pense que c'est quelque chose à développer. Yes. Et tu parles donc de relations sociales. On va faire le lien avec LinkedIn. Pourquoi avoir choisi LinkedIn? Est-ce que c'était par opportunisme? Est-ce que tu l'as utilisé toi et enfin qu'est-ce que Un petit peu, alors, par opportunisme, oui, ça peut l'être. Concrètement, ben, quand j'étais dans ma première entreprise, du coup, j'avais partagé une offre d'emploi, tu sais, sur LinkedIn, une offre d'emploi de ma boîte. Et à l'époque, j'avais peut-être 250, 300 abonnés. Et je m'étais dit, putain, j'ai fait 1000 vues. Et c'était carrément énorme, je trouvais, par rapport au nombre d'abonnés que j'avais. Et du coup, par curiosité aussi, je me suis dit, attends, je vais essayer, il y a peut-être un truc à faire. Voilà, moi, je savais que un jour, j'aurais voulu prendre mon envol et avoir mon entreprise, ou du moins être entrepreneur. Et du coup, j'ai essayé.
J'ai essayé, j'ai commencé à l'époque, ce qui marchait très bien, c'était les vidéos qui étaient très, très poussées par l'algorithme. Et j'ai commencé à prendre des vidéos à droite à gauche et à publier, à faire des posts, à essayer de développer mon copywriting aussi. Et ça a pris, doucement, ça a pris, et j'ai pu faire des très bons scores. Ça se cumulait en millions de vues avec les vidéos. Bon, l'algorithme aidait bien. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai pris en main LinkedIn. Et donc, il y a un an, quand je me suis retrouvé au chômage, voilà, j'ai eu cette décision. J'avais 6 mois de chômage en Espagne. Et je me suis dit, OK, je vais faire tout pour comprendre de A à Z LinkedIn. Je savais que j'avais des connaissances déjà que peu avait parce que c'était un réseau, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, ou en tout cas, il y a peu de monde qui crée du contenu, moins d'1%, il y a peu de monde qui sait le prendre en main aussi, alors que c'est un réseau extrêmement puissant, c'est un réseau composé de professionnels. Donc, concrètement, pour faire de l'argent, c'est très pratique. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à bricoler, et ça me fait rire que ta chaîne s'appelle le Laboratoire du Web, parce que moi, à l'époque, mon slogan sur LinkedIn, c'était LinkedIn est mon laboratoire. Donc, vraiment, je faisais des tests aussi, je tentais plein de choses pour maîtriser un petit peu tous les formats. Et en avril dernier, dans le grand confinement, je recevais de nombreuses demandes de personnes qui disaient est-ce que tu peux m'accompagner, etc. Et moi, je disais non, je suis pas à mon compte, enfin, je fais pas ça. Et c'est plus par le fait que les gens m'ont poussé, certaines rencontres aussi sur LinkedIn qui m'ont déclenché des déclics, et je me suis dit, OK, je vais sauter le pas, je vais faire le grand saut et je vais tenter l'aventure entrepreneuriale. Ok, super. Et tu disais ouais, qu'il y a seulement 1% des gens qui créent du contenu sur LinkedIn. Est-ce que est-ce que c'est toujours vrai? Parce que c'est vrai que en fait, les algorithmes sont quand même très malins. Ça me fait penser à commencer le documentaire sur Netflix, là derrière les écrans de fumée. Les algorithmes de Facebook et autres sont très malins parce qu'ils te montrent ce que tu as envie de voir. Et donc, du coup, tu te retrouves un peu enfermé dans un écosystème qui n'est que le tien. Et notamment, je pense à LinkedIn. Moi, sur LinkedIn, j'ai plein de gens qui créent plein de contenu parce que j'ai attiré toutes ces personnes-là. Du coup, ouais, cette variable, enfin, je suppose que mon avis est biaisé par ce que je vois, mais c'est toujours le cas, le fait qu'il y ait essentiellement des gens enfin, il y a beaucoup de gens qui ne créent pas de contenu. Oui, oui, il y a une grande, pour pas dire une énorme majorité silencieuse. Il y a beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui commencent à s'engager, que ce soit en poser des réactions ou des commentaires. Ça, c'est en hausse constante. Pour autant, le nombre de créateurs reste très limité. Le chiffre qu'on avait, c'était celui de l'année dernière. Et c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était moins de 1% se partageaient les 9 milliards d'impressions par jour. Donc, c'était vraiment énorme. Et il y a une quantité ridicule de personnes qui créent du contenu. De plus en plus, c'est sûr. Et bien sûr, comme tu dis, l'algorithme va te mettre aussi en contact avec ces personnes qui créent. Mais ça reste une partie infime. Et dans ton réseau, c'est clairement, oui, c'est 1% de personnes. C'est souvent les mêmes qui reviennent souvent d'ailleurs. Et donc, ça va être 1% maximum. Et après, sur ces 1%, il y a aussi qui c'est qui crée du bon contenu. Donc, c'est souvent ces personnes-là aussi que tu vas voir ressortir. Donc, en gros, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que enfin, quand on voit les Ouais. différentes étapes, tu as LinkedIn, le côté que tout le monde voyait un peu CV en réseau pour que tout le monde Mhm. puisse y accéder. Puis là, petit à petit, il y a eu un comportement plus type blog où tu vas réagir à ce qui est marqué, mais tu ne te considères pas toi aussi comme auteur. Et puis là, on arrive vraiment dans une ère où c'est plus vu comme un réseau social au même titre que Facebook, mais avec des professionnels. Mhm. Donc, il y a encore son épingle du jeu à tirer sur LinkedIn. Complètement. Complètement, que ce soit sur tous les secteurs et même les secteurs qui peuvent être très concurrentiels. Voilà, ton histoire, ta façon de le raconter, les valeurs que tu vas partager, personne ne le fait à ta manière. Donc, oui, il y a encore beaucoup de place et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que LinkedIn évolue un petit peu comme les autres réseaux sociaux avant. Et du coup, on peut aussi voir, bon, LinkedIn reste un environnement à part entière, mais on peut voir aussi ce que va être l'avenir. On voit que LinkedIn commence à intégrer les stories un petit peu comme les autres réseaux sociaux. Donc, au final, LinkedIn, c'est un réseau qui change beaucoup et sur lequel tout reste à faire encore. Donc, il y a encore énormément d'opportunités et surtout, la force de LinkedIn, c'est que c'est pas juste un CV en ligne, justement, c'est que c'est un vrai réseau de professionnels et ça permet de faire sauter tous ces barrages, tous ces obstacles qu'il y avait avant, pardon, et de s'adresser directement aux personnes intéressées et intéressantes. Ouais. Et puis, je confirme que
l'algorithme étant encore, enfin, en tout cas sur la partie sociale étant assez jeune, on est facilement mis en avant si on fait bien les choses, contrairement à si je veux faire le parallèle avec Facebook, sur une page Facebook où le reach est, monstrueusement bas et si tu es pas connu, c'est compliqué. Alors que sur LinkedIn, même pas connu, si tu fais bien les choses, tu peux avoir de la visibilité. Mmh. Bien sûr. Et si ton message attire aussi les bonnes personnes, parce que LinkedIn, voilà, va calculer la force des profils aussi. Donc, si ton message attire les bonnes personnes aussi, tu peux facilement décoller, avoir des centaines de milliers de vues sans avoir un réseau énorme. Donc, le reach est encore très important. Il baisse forcément, ou en tout cas, c'est plus concurrentiel pour avoir des grosses portées. Mais c'est toujours tout à fait possible de décoller sans aucun souci. Très intéressant. Donc, que ceux qui nous écoutent, y pensent. Hem, aujourd'hui, donc du coup, tu es entrepreneur, tu es libre de tes, journées, tu es libre de t'organiser comme tu veux. C'est aussi un piège. Comment tu t'organises dans tes journées? Parce que je sais que tu fais graphiquement de jolis carrousels, enfin voilà, tu crées du contenu, voilà, tu accompagnes les gens et cetera. Comment tu t'organises toi, dans tes journées? Ou comment tu ne Euh, t'organises pas? Non, je m'organise. J'essaie de m'organiser en tout cas parce que voilà, je sais aussi que plus je commence à avoir aussi de sollicitations, plus j'ai besoin de m'organiser. Sinon, ben, on arrive vite sous l'eau. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un équilibre entre travail aussi et vie. Donc, j'essaie d'avoir cette routine matinale, d'en mettre beaucoup de discipline. Donc, à travers cette routine matinale où je me réveille, je vais aller au sport. Voilà, je vais prendre toujours 2 heures avant de commencer ma journée pour me réveiller le corps et l'esprit, on va dire. Et une fois que je travaille, donc j'ai aussi un autre client que j'accompagne régulièrement pour qui je crée du contenu ben, tous les jours quasiment. Donc forcément, j'ai besoin d'une bonne organisation. Pour créer du contenu, j'ai mon Trello, j'utilise Trello, donc où je poste un petit peu mes idées par jour. Et après ça, je vais avant tout créer la description avant de finir par les visuels. Donc je vais commencer par la description, finir par l'accroche, qui pour moi, l'accroche est une partie à surtout pas négliger sur LinkedIn, c'est ça qui va capter l'attention. Et après, les visuels vont découler en fait de tout ce que j'ai écrit dans la partie description finalement. Donc le visuel, c'est ce qui vient en dernier. Et oui, ça me prend, on va dire, 1 à 2 journées par semaine pour créer tout, que ce soit pour mon profil ou pour mes clients. Ouais, donc ça, on voit rarement le travail qu'il y a derrière, on voit le résultat qui est Mhm. sympa et on n'imagine pas forcément le travail qu'il y a derrière. C'est ça. Et puis moi, j'ai pas une formation de graphiste ou de designer ou quoi. Donc forcément, j'ai dû apprendre sur le tas. J'essaie de tester de nouvelles choses à chaque fois. Donc oui, oui, un carrousel, d'une vingtaine de pages, c'est pas énorme en soi, mais ça peut me prendre entre 1 heure à 3, 4 heures parfois. Oui, oui, ça peut arriver. Et c'est la réflexion que je me fais à chaque fois que je vais voir, par exemple, un film qui est moi, je n'ai pas aimé. Je me dis: «Mais c'est considérable le temps qui a été passé à choisir les acteurs, à faire le casting, à le faire à jouer, à faire le tournage, à faire la réalisation, la prod, la communication et tout ça». Tu te dis: «Mais c'est monstrueux» et toi, tu es là dans ton siège, tu as payé ta place 10 balles et tu dis: «Oh, c'est de la merde». Ouais, ouais, on est salaud. Mais oui, C'est oui, fou, hein? c'est vrai Et qu'on se rend pas compte du travail en amont. et oui et donc du coup, c'est là que c'est important, à souligner pour les gens, c'est que la partie visible, la partie, jolie, c'est bien beau, ça met en valeur ton contenu et cetera. Ça peut être cohérent avec l'univers que tu veux créer et tout ça. Mais ce qui a vraiment de l'importance, c'est ce que toi tu as mis en place dans enfin, les choses auxquelles tu as réfléchi dans ta tête avant, quel message tu voulais faire passer, de quelle manière, Mhm. de bien choisir les mots, d'avoir une bonne accroche, C'est enfin ça. tout ce genre de trucs et Mhm. c'est ça qui prend le plus de temps, ce qui se voit pas. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'aussi que sur YouTube, les créateurs de contenu s'entraident beaucoup parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, on sait le travail de réflexion et le travail technique aussi. Mais pour autant, faut pas. Parfois aussi, ça peut être frustrant, tu sais, de passer des heures sur un contenu pour que ça fasse un flop ou pour que ça reçoive des commentaires négatifs ou quoi auxquels tu t'attendais pas. Mais voilà, à ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu aussi, il faut pas avoir peur. Parce que justement, même si ça peut faire des flops, sur Internet et sur LinkedIn, tout va très vite. Donc le lendemain, les gens auront oublié. Donc faut pas avoir peur de se planter non plus, d'avoir honte de se montrer. Parce que c'est en se montrant qu'on est visible aussi. Donc voilà, faut pas
pour autant se bloquer avec la création de contenu, même si c'est pas toujours facile et même si c'est parfois ingrat au niveau des résultats qu'on peut avoir. C'est à long terme une très bonne stratégie et tout le monde peut s'y mettre. Oui, c'est le principe de l'effet cumulé. C'est à force de le faire que tu t'améliores et que tu améliores ta visibilité et que tu améliores tout et donc que ça fonctionne mieux. Absolument. C'est vrai que j'avais relevé ça sur LinkedIn. Contrairement à Facebook, tu as ce côté où la communauté est très active dans la réponse. Dès qu'il y a un message, ça répond, ça ouvre la conversation. Enfin, il y a ce petit côté-là qui est d'ailleurs très bon à exploiter, qui est très Mhm. présent sur LinkedIn. Mhm. Il y a beaucoup de proximité sur LinkedIn, c'est Mm. vrai. Et peut-être parce que quand tu reçois une notification LinkedIn, tu sais que voilà, c'est du pro derrière qui parle. Donc, oui, peut-être que il y a plus de, on va dire, oui, de proximité ou en tout cas de réactivité. C'est souvent, bien entendu, les mêmes personnes qui reviennent en commentaire ou quoi. Mais généralement, oui, c'est une communauté très active et aussi, je trouve, très solidaire et très bienveillante pour la plupart du temps. Il n'y a pas autant de trolls qu'il peut y avoir ou de haters que sur Facebook. Mais de ce côté-là, c'est très agréable, c'est vrai. Et du coup, présente plus pour se lancer parce que les gens vont encourager les personnes qui se lancent aussi. C'est vrai que j'ai vu très rarement quand même les commentaires négatifs, ou en tout cas, quand il y en a, majoritairement, c'est des gens ils sont pas d'accord, mais il y a une construction, quoi. C'est pas en mode, oh, c'est de la merde ton truc. Non, mais c'est vrai. Mais LinkedIn, c'est le réseau social qui a la moyenne d'âge la plus élevée. Je crois que c'est 44 ans pour LinkedIn. Si on prend Snapchat ou TikTok, ça doit être 16 ans. Facebook, je crois que c'est 35 ans. Donc voilà, quand même, ça reste une population plus âgée, donc peut-être plus sage aussi. Et c'est un réseau professionnel, donc tu peux pas dire n'importe quoi non plus. Et oui, Voilà, tu engages ton image. il y a Donc, le filtre, c'est ça, il y a le filtre professionnel qui fait qu'il faut quand même faire bien un petit peu. mhm. Oui, Mm. oui, bien sûr. Bon, après, bon, ça arrive toujours de. Plus on grossit et plus on a un poste aussi qui va faire du buzz, entre guillemets, plus on s'expose à ces personnes qui sont, on va dire, agressives. Et il faut noter aussi que la situation actuelle, donc avec le Covid, etc., moi, je ressens beaucoup de ce climat anxiogène et de plus en plus aussi de commentaires un peu agressifs, aigris, tu sais. C'est Mm. quelque chose de très intéressant à noter, mais dans la très, très, très grande majorité, c'est des gens très bienveillants. Ouais, après, pour les commentaires négatifs, si tu prends du recul à savoir pourquoi ils réagissent comme ça, peut-être que leur situation, justement, est un peu compliquée au début, et donc, du coup, enfin, en ce moment, pardon, et c'est une façon pour eux de. Parce qu'il suffit que tu leur dises, en Valoriser. gros, hein, je pense que c'est le problème, si tu leur dis que il y a plein d'opportunités, que ils peuvent, enfin voilà, que c'est le moment de se lancer, puis que eux, ils sont dans une situation désagréable, bah Sûr. forcément, il y a un moment donné, il y en a qui réagissent. Ça, je peux le comprendre, enfin, sur le principe. Mm. Oui, c'est tout à fait compréhensible, bien sûr. Bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est très positif. Et comme tu dis, on peut avoir des débats constructifs et réfléchis. Donc, même si c'est des personnes qui réagissent un peu avec virulence, généralement, on peut se comprendre. Et si chacun fait l'effort, ça se finit bien. Et moi, je trouve que LinkedIn, de ce côté-là, c'est très sain. Est-ce que tu as déjà bossé avec des prestataires ou est-ce que tu envisages de le faire? Quel genre de prestataire, tu entends? Alors, en fait, toi, des prestataires auxquels tu fais appel pour te développer, est-ce que tu travailles complètement tout seul ou est-ce que tu as des gens avec qui tu travailles? Ah, pour l'instant, je suis tout seul. Pour l'instant, je Ok. suis tout seul. Donc, c'est une petite entreprise, hein. Enfin, ça fait que 6 mois qu'elle est née. Mais oui, pour l'instant, je suis tout seul. Je suis en train de justement de penser en ce moment à voir si je peux déléguer certaines tâches parce que c'est très chronophage et je sais que c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire, à déléguer et pas avoir la main sur tout. Mais c'est compliqué. C'est encore compliqué pour moi, surtout pour la création de contenu. Quand on me contacte pour que je crée du contenu, je sais qu'on veut un petit peu ma patte et voilà, c'est un truc que je ne sais pas encore trop faire, déléguer, mais j'y pense, j'y pense. Ok. Alors, déléguer, quand on commence à mettre le doigt dedans, on finit Ouais, par enfin, bien apprécier. En fait, moi, quand j'ai commencé à déléguer, c'était donc le truc le plus pénible en tant qu'entrepreneur, c'est tout ce qui était compta. J'ai ouais. délégué la compta et puis en fait, quand tu te retrouves à avoir quelqu'un à qui tu délègues, bah, petit à petit, tu te dis oh tiens, ça c'est chiant à faire, hein. Ah ben je pourrais le faire faire. Non, Et en fait, c'est comme ça que tu commences à tomber dans le piège de la délégation qui est un bon piège. Et c'est après que tu commences à switcher du je délègue les tâches chiantes
à mais tiens, mais c'est con, et si je déléguais aussi les trucs enfin utiles, pas forcément chiants, mais sur lesquels la personne en face peut m'apporter de la valeur ajoutée. Enfin, c'est Mhm. comme ça, moi, le Mhm. cheminement qui a été fait. Et donc, imaginons là que Non, clairement. tu vois, tu commences à réfléchir à avoir enfin, à pouvoir déléguer certaines choses. Euh, Comment tu choisirais les personnes à qui tu délègues? Hmm, bonne question. Euh, je pense, bon, sur les compétences, bien entendu, voir ce qu'ils sont capables de faire au niveau technique, mais juste avoir des personnes, des techos, c'est pas ce qu'il faut. Enfin, c'est pas juste ce qu'il faut pour la création de contenu. Je pense aussi, c'est des façons un état d'esprit, des personnes qui savent qui sont très empathiques, se mettre à la place de la personne à qui ils vont s'adresser, qui arrivent à comprendre un petit peu les mécanismes, les relations sociales, etc. Et ouais, ça serait aussi surtout, je baserais surtout ça sur des qualités humaines, ouais, qui pour moi sont importantes quand tu veux créer du contenu et quand tu veux faire passer ton message et qu'il soit reçu de la manière dont tu veux le faire passer. Ça, c'est important. Donc, des personnes empathiques, humaines, autant que possible, parce que moi, je préfère travailler avec des personnes avec qui je m'entends bien qu'avec des personnes avec qui je m'entends pas, C'est mieux. forcément. Et surtout dans je pense aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est cette optique de vouloir se développer, de vouloir chaque jour être une meilleure version de soi-même et donc de donner le meilleur de soi-même à chaque fois. Donc ça, c'est pour moi, c'est très important parce que c'est bon pour toi et c'est bon pour tes clients aussi. Et est-ce qu'il y a un comportement humain, une approche qui aurait plutôt tendance, toi, à te dire, oula, non, ça m'intéresse pas. Mhm. Oui. Euh, alors, comment dire? Pour moi, l'opportunisme, c'est pas nécessairement un défaut. Je pense que savoir voir les opportunités et savoir les saisir, c'est plutôt une qualité même. J'ai plus de mal avec les personnes très arrivistes, avec cette envie voilà, d'écraser tout le monde sur son passage pour réussir. Moi, je suis vraiment un partisan de on monte tous ensemble. Voilà, je crois que c'est vraiment possible. Sur LinkedIn, je vois, on est plein de coachs ou d'experts LinkedIn. On a tous notre façon de faire. Et pour le coup, il n'y a pas de concurrence. Ça arrive très souvent qu'on se renvoie des clients parce que ah, moi, je sais que un tel peut avoir plus de compétences pour cette personne-là. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence. Vraiment, on est tous sur la même longueur d'onde. Enfin, en tout cas, on peut tous s'entraider. Donc, moi, un comportement qui peut me rebuter, voilà, c'est cette personne qui veut absolument écraser les autres pour réussir. Ça, c'est quelque chose qui me freine pas mal. Ouais. Ok, donc du coup, quelqu'un qui aurait... parce que du coup, sur LinkedIn, ça arrive régulièrement. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses des gens qui viennent à froid et qui te disent salut, je m'appelle machin, je fais ci, je fais ça, et est-ce que ça t'intéresse? On prend rendez-vous. Enfin, tu vois, directement, les gens qui à froid viennent te vendre un truc, tu sais même pas qui ils sont, ils savent même pas qui tu es. Tu penses quoi de ces approches? Alors, moi, forcément, en créant du contenu, ma stratégie va être très basée sur l'inbound marketing, faire venir les clients à moi. Pour autant, je crois que la prospection à froid comme avant, ça existait pour une raison et c'est pas complètement mort encore. Je pense que c'est intéressant de le faire parce que pour certains secteurs, pour certains business, je pense que c'est très efficace, mais il faut le faire avec intelligence, avec réflexion. Voilà, moi, si je reçois je sais pas, quelqu'un qui me dit, je veux ouvrir ma salle de sport, est-ce que tu es chaud pour t'associer? Pourquoi pas, mais c'est pas ça que mon business, quoi. Je suis pas dans ça. Donc après, si c'est quelqu'un qui vraiment a étudié mon profil et je sens qu'il y a une réflexion derrière qui se dit qu'on peut travailler ensemble, que ça serait la bonne solution, pourquoi pas? Moi, la prospection à froid me dérangerait pas trop dans ce cas si je sens que vraiment il y a une réflexion, que ça n'a pas été envoyé à 10 000 personnes. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je vois très bien, je vois très très bien. Et c'est intéressant parce que la subtilité est importante. En fait, tu seras plutôt insensible à un message qui paraît être complètement copié-collé Mhm. et qui est envoyé à tout le monde. Par contre, celui qui prend la peine de t'étudier avant, de t'étudier, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'étudier ton profil, d'en savoir un peu plus et qui va personnaliser, humaniser le message, là forcément tu vas plus facilement rentrer en contact et peu importe ce qui se passe Ouais. ensuite. Moi, je pourrais être réceptif à ça, y a pas de souci. Je sais qu'il y en a qui, dès qu'il y a des messages un petit peu commerciaux, voilà, refusent directement. Et pourquoi pas, hein, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me rebute complètement. Voilà, si c'est bien fait.
Ok. Et j'ai l'impression que forcément sur LinkedIn, c'est plus courant et plus toléré et plus accepté même que, qu'ailleurs. C'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Et pour moi, ça revient un petit peu à ce truc de l'âge moyen de LinkedIn. La plupart des gens ont voilà, autour de 40 ans, 50 ans, pour les décisionnaires. Et du coup, ils ont l'habitude de faire comme ils ont toujours fait, tu vois. Mm. Donc, oui, forcément, eux, ils ont toujours fait l'appel téléphonique, les commerciaux ou quoi. Donc, la prospection à froid, pour eux, c'est normal. Mais c'est pas, ça change, ça évolue, LinkedIn. Donc, c'est aussi un réseau social. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et ces démarches-là, c'est vrai qu'elles sont plus aussi bien reçues qu'avant. Et, euh, et donc, pour moi, c'est pas voué à mourir. Je pense que la prospection à froid et la prospection directe n'est pas vouée à mourir. Mais ça, faut le faire avec vraiment, vraiment parcimonie et réflexion. Ouais. Mais on a encore un peu de marge comparé à Facebook, parce que Facebook, c'est l'inverse. C'est si tu D'accord. as le malheur d'aller engager la conversation avec quelqu'un que tu connais pas, direct derrière, tu vas avoir OK, mais qu'est-ce que tu veux me vendre? Bah alors, pour l'instant, rien. Hmm. Je veux juste discuter. Sur Facebook, c'est Ouais, hyper effectivement. sceptique et tout de suite, bah, parce qu'il y a eu des abus. C'est marrant. Mais il n'y a pas. Hmm. Après, la différence est quand même forte, c'est que sur LinkedIn, les gens sont là pour le business. Sur Facebook, les gens sont là pour le plaisir. Donc, même s'il y a du business dessus, Exactement. c'est Hmm. une nuance qui est quand même importante. Euh, Clairement, ouais. c'est marrant, j'ai relevé une sorte de paradoxe quand tu parlais de quel profil tu pourrais avoir besoin, quel type de personne, en tout cas humainement, enfin, qui t'attirait Mhm. toi. Et en fait, il y a une sorte de paradoxe parce que tu aimerais attirer des gens qui ont plutôt le profil de ceux qui veulent évoluer, qui ont un peu finalement un état d'esprit d'entrepreneur. Et donc, du Mhm. coup, avec le risque qu'il en coûte, parce que moi, je connais des entrepreneurs qui travaillent avec les deux types de profils. Ceux qui délèguent bêtement à des gens un peu comme des numéros en mode tu fais ci, tu fais ça, puis D'accord. si s'il veut plus, tu changes, je change. Et tu as ceux qui Note, ouais. privilégient l'aspect humain. Alors moi, je fais aussi pareil, avec des profils donc plus entrepreneuriaux, on va dire. Mais par contre, avec le risque qu'un jour, ils te disent, ben ouais, mais là, je peux plus, enfin, mon activité, ma liberté. Enfin, tu vois, qu'ils mettent en avant plutôt leur liberté, leur évolution. Et c'est Oui. paradoxal, Hmm. mais tu préfères quoi quand même comme profil? Le deuxième. Moi, je préférais quand même le profil humain avec ce risque forcément mais oui, de le perdre au moment où ça en son activité d'école ou quoi. Après, je pense que c'est aussi à moi de faire en sorte de le garder le plus longtemps avec moi. Que ça Mm. soit, c'est pas en le valorisant ou en tout cas lui faisant vraiment prendre conscience qu'il fait partie du projet et l'intégrer d'une certaine façon. Mais oui, c'est le risque. C'est le risque avec toutes les personnes qui ont cet esprit entrepreneurial. C'est que forcément, on veut tous gagner en liberté. Donc, c'est un prix à payer parfois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais. Ouais, donc du coup, plutôt d'être là pour qu'ils puissent s'épanouir le plus longtemps possible. Ok. Mhm. Ouais. Euh, ton entreprise est encore un petit peu jeune et justement, c'est là que ah, allô? C'est là que la Ça a sonné, question est désolé. pas de souci. Que la question est intéressante. Comment tu te vois d'ici 10 ans, 20 ans, enfin à très long terme? Très compliqué à dire. Je ne saurais pas te dire. Moi, j'ai toujours ce rêve d'être un peu conférencier. C'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire, parler devant tout le monde. Mais j'aimerais à l'avenir, oui, pouvoir avoir compris beaucoup de choses et le transmettre aux personnes, tu sais, et Mm. aider justement ces personnes à prendre conscience de ça. Après, où je me vois dans 10 ans, 20 ans, je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas où c'est que je me vois dans un an non plus. Ça va très, très vite en ce moment. Donc, c'est très compliqué pour moi de dire que ça soit quelque part dans le monde ou quelque part dans la vie professionnelle. Ça me dérangerait pas non plus au final. Peut-être que, tu sais, à l'avenir, peut-être que ça me plairait aussi d'être de retour dans le salariat. J'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que j'aurai pas le même état d'esprit et je me vois toujours avec, en tout cas, beaucoup de liberté dans la prise de décision. Ça, c'est sûr. Conférencier, en ce moment, tu peux le faire en visio. C'est moins flippant. Oui, oui. Bon, non, mais c'est quelque chose à terme où je voudrais apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que je me force à faire des interviews comme ça parce que parler face à une caméra et après parler face à une audience, c'est quelque chose de très compliqué, je trouve. Enfin, c'est quelque chose en tout cas qui s'apprend. Mais oui, moi, j'ai cette image de moi faisant ça et qui, je trouve, inspirante pour moi. Ok. Euh,
Avant que je conclue cette interview, que je termine avec les trois dernières choses, est-ce qu'il y a un truc dont je n'ai pas parlé que tu aimerais ajouter, ou est-ce qu'il te semble tu sembles avoir tout dit ce que tu avais envie de dire? J'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Non, mais vraiment, moi, si je devais faire passer un message, ça serait de dire oui, qu'il faut pas avoir peur de se montrer, que ça soit par ses écrits, par ses idées ou par se montrer son visage ou sa face. C'est vrai qu'on est dans une période qui change, dans une transition digitale, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses compliquées autour de nous, je crois qu'il y a énormément d'opportunités aussi qu'on peut saisir, dans le digital notamment, et LinkedIn en fait partie. Et se développer sur LinkedIn, c'est très bon pour quiconque, que ce soit une entreprise ou pour que ce soit quelqu'un qui veut se lancer, ou même un étudiant qui veut sortir du lot un petit peu. Voilà, il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses à tester. Et j'invite fortement à tester LinkedIn. C'est une très bonne plateforme. Il y a vraiment de quoi avoir de très beaux résultats. Ok, super. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver Et bien, sur directement sur LinkedIn? LinkedIn, sur mon profil. Voilà, je suis très actif. J'essaie de publier 3-4 fois par semaine et j'essaie d'être accessible aussi par message. Et après, on peut me retrouver sur mon site web, legrandsaut.com. Et je suis en train de monter petit à petit une chaîne YouTube aussi, par exemple sur toi. Et voilà, moi, je vais parler pas mal de LinkedIn. Donc, d'ici le mois prochain, il y aura pas mal de vidéos sur ma chaîne aussi. Ok, super. Eh bien, écoute, il ne me reste plus que la dernière question qui n'a pas de bonne réponse. C'est toi qui choisis. D'accord. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Alors, là, j'hésite entre deux, entre voyager dans le temps et me téléporter. Mais je pense que choisir me téléporter, c'est peut-être moins risqué et pouvoir aller où je veux quand je veux, ça serait pas mal, ouais. Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sébastien pour cette Merci à interview, c'était toi. chouette. Et puis, je te dis à très vite. Parfait, merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.